Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur faire cohabiter la démarche Lean et les exigences économiques de l'entreprise. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tiani Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group et aujourd'hui la session sera animée par deux de nos consultants, Olivier Miriot et Steve Roy, donc je vais les laisser se présenter brièvement. Bonjour, Olivier Miriot. Moi, je suis consultant XL depuis environ 6 ans. Auparavant, j'ai été dans l'industrie automobile. J'ai travaillé 15 ans dans l'industrie automobile, chez Michelin, chez PSA, et j'ai fait de la qualité, de la production et du lean management. Et puis, avant de rentrer chez XL, j'étais directeur d'une business unit qui était une blanchisserie industrielle, en fait. Voilà, pour mon parcours. Bonjour à toutes et à tous, Steve Roy. Moi, j'ai rejoint le groupe XL il y a quelques mois après avoir passé plus de 20 ans dans le monde du service, où j'ai été amené à disposer de différentes fonctions, que ce soit du projet, management, direction de service et amélioration continue. Et j'aurai l'occasion de vous partager un retour d'expérience sur une démarche d'excellence opérationnelle que j'ai été amené à mettre en œuvre à cette époque en fin de session. Merci à tous les deux. Donc, avant de leur laisser la parole, quelques petites règles pour le bon déroulement de la webconférence. Donc, vous avez pu voir que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet, voilà, pour les personnes qui ont un petit peu moins de connexion, de pouvoir suivre la webconférence correctement, surtout qu'on risque d'être un petit peu nombreux. Euh, pour ce qui est des questions, vous avez un petit module de conversation. Je vois qu'on en a déjà certains qui nous ont dit bonjour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et nos animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Si on n'a pas le temps de répondre à tout, voilà, vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas à nous contacter si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Alors juste brièvement, je vais vous présenter la société XL Group. Donc nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle et nous avons pour mission principale de catalyser votre performance globale. Nous avons donc différents départements avec une partie conseil, une partie formation et une partie certification. Nous sommes une équipe de à peu près 30 personnes avec une partie consultant et une partie fonction support. Nous sommes implantés en France depuis plus de 35 ans avec notre siège qui est basé à Montbonneau-Saint-Martin, donc près de Grenoble. Nous avons donc des antennes à Paris, Lille et Reims et nous avons également une filiale en Suisse qui a été créée en 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier et à Steve et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Alors, je prends la main. Donc, on va vous parler effectivement de la démarche Lean et puis effectivement les exigences économiques de l'entreprise. On aurait pu se consacrer sur, vous voyez l'image, hein, générée par IA, c'était pour illustrer le propos, mais on aurait pu parler des gaspillages, parce que c'est un des événements effectivement majeurs économiques, hein, dans une entreprise. En fait, on va plus se concentrer sur les personnes qui sont en dessous, là, qui sont en train de réfléchir sur leur bureau, sur leur PC, dire comment les gens qui sont plutôt la direction, le codir, comment en fait, on va se positionner comme un black belt et puis se dire, moi en tant que black belt, en tant que référent ligne d'une entreprise, on va prendre une entreprise un petit peu une centaine de personnes, comment on va pouvoir amener ce codir à ouvrir les yeux en fait. On dit souvent, on va prendre les lunettes du lean, ok, c'est faire prendre en fait les lunettes du lean à un codir et qui se rendent compte que ça va coûter de l'argent et ça va aussi en rapporter. Et ça, c'est un vrai, pour moi, un vrai challenge en tant que le black belt pour pouvoir le faire. OK. Alors, le sommaire, hein, donc on va parler un petit peu de combien ça coûte. Effectivement, c'est souvent la première question. Quand on intervient dans les entreprises, quand on va voir un PDG, on lui dit, tiens, il est intéressé par une démarche Lean, mais une des premières questions, ça va me coûter combien? Après, effectivement, la deuxième, c'est combien ça va me rapporter. Et donc, ça, voilà. On va essayer de répondre à ces questions. Le deuxième chapitre, ça va être faire parler les chiffres. Parce qu'en fait, on a besoin de se rendre compte, d'aller chercher, d'aller discuter avec
avec le contrôleur de gestion. Alors, je dis souvent, quand je fais des formations, c'est que le contrôleur de gestion est votre ami. Et ça, j'ai pu me rendre compte dans ma carrière professionnelle qu'effectivement, quand on a un contrôleur de gestion qui comprend le lean, qui comprend ce que vous voulez montrer, eh ben, c'est un sacré avantage. Donc ça, on va revenir aussi sur la notion de faire parler les chiffres, faire parler les euros, faire parler le compte de résultats. Et puis, on prendra l'exemple comment on peut valoriser un chantier d'amélioration. Parce qu'effectivement, après, quand on a commencé la démarche, il y a des chantiers, et chaque chantier va être le sujet, souvent a posteriori, hein, mais de valoriser ce chantier. Et puis, Steve nous parlera d'un cas client dans les services où il a pu mener une action, et donc ça pourra illustrer en fait le propos de notre démarche. Voilà. Alors, je continue. Donc, premier chapitre, combien ça coûte? Alors, on va vous parler d'un diagnostic. C'est souvent une démarche préalable, hein, une démarche lean, une transformation. Il y a tout un chapitre formation aussi qui va être important, parce que derrière, c'est embarquer les équipes, et un des moyens qui est très pratique, c'est la formation. Et puis, ne pas oublier, et ça, j'insiste beaucoup, et finalement, a posteriori, suite à ma carrière professionnelle, c'est peut-être une des choses que j'ai parfois bien fait, mais que j'aurais pu mieux faire, en fait. Et ça, c'est pour ça que j'insiste, mais ça coûte de l'argent. OK? Donc, alors ça, c'est des rappels un peu de cours, hein. L'idée, c'est pas de vous refaire un cours de Black Belt, mais j'ai repris quelques diapos du Black Belt. Donc, une démarche de transformation lean, on dit souvent, c'est en 4 étapes. Donc, on va parcourir ces 4 étapes et on va voir qu'elles coûtent un peu d'argent et qu'au fil de l'eau, on commence à rapporter. Mais, première phase, on va faire un diagnostic. On va venir, voilà. Alors là, on a pris le cas de NTAI. Alors, les participants qui ont fait la formation Black Belt connaissent ce cas, hein. L'entreprise MTAI, c'est une entreprise un peu virtuelle qu'on utilise. En fait, c'est notre étude de cas pour le Black Belt. Et donc, on va dérouler en fait notre transformation lean sur cette entreprise. Alors, MTAI, il faut imaginer une entreprise d'une centaine de personnes, entre 7 et 8 millions de chiffre d'affaires, avec un PDG historique, une entreprise qui marchait bien et qui commence à se dire, mince, ça serait bien que je fasse quelque chose parce que je vois que la concurrence s'améliore, que les marchés, les matières premières augmentent. Enfin, il y a un contexte qui fait que le PDG dit il faut vraiment que je rentre dans une démarche de transformation. Donc voilà, la démarche, c'est on va commencer par un diagnostic. Okay. Ensuite, on va faire des formations, la communication, le déploiement, le pilotage de la démarche, voilà, toutes ces 4 phases. Donc on va rentrer dans la première. Hein. Donc par quoi on commence? Un diagnostic. Alors, dans notre approche, on a créé ce qu'on appelle le diagnostic 360 degrés. Et c'est de faire le tour de l'entreprise, 7 axes. Vous voyez, le central, c'est le centrage sur le besoin du client. C'est qui mon client, qu'est-ce qu'il veut, mes clients, mes différents clients, mes différents... voilà. Donc, comprendre déjà, ça c'est un premier aspect. Ensuite, on va parler de management humain, pilotage de l'amélioration, comment ça fonctionne, comment sont connectées les équipes, les différents services. La supply chain, hein, qui est effectivement un des enjeux actuels très forts, comment ça fonctionne entre le moment où je passe ma commande et le moment où je livre le client. Comment tout ça fonctionne, notamment du physique, mais aussi du flux d'informations, comprendre comment ça fonctionne. On va se plugger aussi dans les flux internes, hein, comprendre ces flux, faire des VSM, essayer de bien comprendre comment ça fonctionne, des diagrammes de flux pour voir l'accueil d'un nouveau, par exemple, d'un nouvel embauché. On va après aussi, alors tout ça, c'est plusieurs, hein, c'est plusieurs consultants, on va avoir un planning. On va parler maîtrise des processus, leur variabilité, essayer d'aller capter de l'information, voir comment ça fonctionne dans l'atelier de fabrication, mais aussi dans le service SAV, mais aussi dans le service qualité, voir comment tout ça fonctionne. On a rajouté récemment, et on travaille beaucoup sur la 6e brique, hein, c'est la maturité digitale et 4.0. Parce que derrière, on voit qu'effectivement, un bon ERP, ça peut nous faire gagner du temps. Il y a des choses aussi de robotisation, d'automatisation, enfin des choses qu'on va pouvoir amener et captage de data aussi, qui va être hyper intéressant. Donc ça, c'est intéressant d'aller
d'aller analyser ça, de diagnostiquer la maturité à ce niveau-là. Et puis, vous voyez aussi, notre septième, hein, c'est qu'on va aussi aller analyser le processus et le pilotage financier, aller voir si, effectivement, l'entreprise, elle connaît son PRF. Alors, effectivement, dans les entreprises industrielles où on fabrique un produit, ça, c'est plutôt des choses de classique. Mais quand on va aller voir un petit peu dans des entreprises de services, eh ben, on va se dire, même l'exemple de Steve, hein, c'est, combien coûte l'embauche d'une nouvelle personne, par exemple. Donc ça va être intéressant de se poser des questions, de voir comment ça fonctionne, quelles sont les grands métriques de l'entreprise. Donc ça, voilà, un diagnostic 360. Alors, comment ça fonctionne, un diagnostic 360? Donc, on va faire, en fait, on va avoir 2 à 4 consultants pendant 4, 5 jours qui vont intervenir dans l'entreprise, qui vont venir questionner les gens. Donc, vous voyez, là, c'est un agenda qui a été fait. C'est à peine masqué. Donc, qui a été, voilà, on était 3 consultants pendant 4 jours. C'était une entreprise dont on a pris le cas MTI, hein, donc on est sur une centaine de personnes. Il y a du travail préparatoire parce qu'on va venir capter en amont de la data aussi. Hein, si on vient récupérer les différents productivités, indicateurs qualité, indicateurs financiers aussi, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis derrière, au bout de ce diagnostic, voilà, la dernière journée est consacrée à une restitution à chaud, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va donner les éléments qu'on a captés. Donc, vous imaginez, hein, ça, c'est l'agenda, c'est la partie visible. Et puis, il y a le travail le soir pour essayer au fur et à mesure de se coordonner, de rebondir entre les différentes visions qu'on a de l'entreprise et puis d'aller de plus en plus se plugger, d'aller interroger, de comprendre comment l'entreprise fonctionne pour pouvoir donner sur les 7 axes qu'on a vus dans le diagnostic 360, la vision qu'on a sur l'entreprise. OK? Donc ça, le diagnostic, eh ben, ça va aussi, dans les attendus d'un diagnostic, on va faire une feuille de route. Donc, on va déterminer un certain nombre d'actions. Alors ça, c'est pas nous qui décidons, c'est fait avec l'entreprise, avec le PDG, le codir, les gens qu'on a vus. Et on se dit, ben voilà, pour pouvoir avoir des résultats intéressants, on a capté un certain nombre de choses intéressantes. Ben voilà, on va vous proposer une feuille de route. On travaille sur une feuille de route, sur les grands chantiers à faire. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de la restitution. Et ça, le coût d'un diagnostic, on est entre 25 et 50 000 euros. On va dire, voilà, c'est une maille assez large, hein, parce que ça va vraiment dépendre de la taille. Si on prend le cas d'un MTAI avec une centaine de personnes, hein, comme je disais au départ, on est sur un coût de 50 000 euros. OK? Là, déjà, vous avez donc vos diagnostics. En tant que le PDG, il a son diagnostic, il a sa feuille de route, il sait où il va sur l'année qui vient, sur les 3 ans qui viennent. Enfin, ça va dépendre un petit peu de la maille qu'on va prendre. OK? Donc là, un petit billet quand même qui va ressortir par rapport à ça. À ce moment-là, Steve, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas la vision sur les... Petite question, effectivement, qui a été première question qui a été mise dans le chat, liée aux aspects RSE, nouvelles contraintes, opportunités RSE. Est-ce que dans les phases de ce que je comprends en termes au niveau de la question, est-ce que le diagnostic va couvrir les aspects RSE en tout ou partie? Est-ce que c'est les sujets qui vont être abordés de manière induite ou est-ce qu'il y a vraiment un sujet abordé principalement? Bon, sur ce sujet-là, on va plutôt faire un diagnostic typique RSE. On a des consultants qui sont formés RSE, on va vraiment faire un focus spécifique sur le RSE, plutôt que ça serait trop large. En une semaine, hein, vous imaginez que 5 jours, c'est déjà compliqué de vraiment capter le maximum d'informations. Donc, la RSE, on va plutôt le faire en mode focus RSE. Voilà. Mais après, c'est une discussion, hein. Le diagnostic, vous voyez les 7 briques, hein. Il y a certains moments, le PDG va dire, non, 7 briques, j'en veux pas, mais je voudrais plutôt une RSE. Et on va moduler en fonction du besoin du PDG. C'est tout à fait modulé. Et globalement, on reste sur ces grands axes. OK? OK. Merci. Donc, deuxième phase. On va rentrer dans la deuxième phase. C'est la partie formation et chantier pilote. Alors, les chantiers pilotes, on les verra par la suite. Alors là, pour le coup, chantier pilote, ça veut dire on va commencer à gagner un peu d'argent. Souvent pas beaucoup,
mais c'est un très bon investissement. Par contre, on va aussi avoir toute une phase de formation qui va être au préalable, où on continue. Hein. Après, derrière, c'est pareil. La feuille de route va s'organiser tout à fait de façon personnalisée à l'entreprise. Mais là, j'ai pris l'exemple, pareil, je reprends sur le cas MTAI et le cas d'études, on se dit bah, comment. Alors, c'est un exemple, hein, il y a plein de solutions, mais là, pour le coup, bah, on dit bah, tiens, voilà, on aimerait créer en fait ce qu'on appelle un réseau Lean dans l'entreprise. Donc, on va former des gens en Yellow Belt et puis des gens en Green Belt, qui sont des niveaux. Hein, vous voyez, le rôle du Green Belt, bah, il anime des méthodes de résolution de problèmes, il est moteur de l'amélioration continue. Et puis le Green, lui, il va animer des chantiers. Donc, ça, c'est des formations. Pixel, on vient faire ce qu'on appelle des formations intra. Donc, on vient dans l'entreprise, on forme des gens de l'entreprise. Alors, il y a un effet en même temps de formation, mais en plus de cohésion qui est tout à fait intéressant. Et donc, on va créer ce réseau avec le Black Belt va pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont déjà formés, qui ont déjà l'esprit lean, hein, puisque c'est pas que des outils. Ils vont apprendre des outils, mais ils vont aussi comprendre l'état d'esprit qui est derrière. Et ça va permettre de s'appuyer là-dessus. Avant de démarrer une démarche de transformation globale, bah, c'est bien d'avoir des relais dans les différents services. Vous voyez ici, là, on a l'organigramme et on va venir choisir dans l'organigramme des gens qui ont déjà cette appétence au changement, cette appétence à l'amélioration, et puis dire, bah, tiens, lui, on le verrait bien. Bah, ça, c'est pareil, c'est un travail avec le CODIR, avec les managers, et puis de se dire, on va avoir des relais. Ça, c'est un bon moyen d'avoir un bon maillage dans une entreprise. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même un bon préalable. Alors là, la petite citation, hein, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est Abraham Lincoln qui a dit ça, je ne sais plus quelle année, mais on est vraiment là. Hein, c'est intéressant d'aller commencer à faire comprendre où est-ce qu'on fait une démarche, donc d'avoir des relais. Et ça, un plan de formation, ça coûte de l'argent. Ça va coûter, voilà, on est sur une quinzaine de personnes, ça va coûter 25 000 euros, parce qu'en même temps de la formation, il y a des gens aussi qui ne sont pas, pendant les 3 jours de Yellow Belt ou les 6 jours de Green Belt, ils ne sont pas au travail. Donc il faut peut-être les remplacer, on ne va pas avancer assez vite. Donc globalement, ça va coûter 25 000 euros. OK? Donc voilà, c'est la deuxième partie. Et puis, si on arrive, donc chantier pilote, on viendra aussi, parce qu'on va en parler, c'est un point important. Et puis après la phase 3, il y a toute la partie déploiement, pérennisation, mais surtout, je voulais revenir sur la communication. Alors, j'ai oublié de savoir s'il y avait des questions par rapport à la formation. Steve, Oui, exact. Avant de passer sur la phase suivante, en termes de feuille de route, comment se compose cette feuille de route? Est-ce qu'elle fait apparaître des objectifs, des attendus en termes de résultats clés de performance? Globalement, qu'est-ce que va matérialiser la feuille de route suite au diagnostic? Et comment le La feuille de chiffre? route, tout à fait, c'est un scénario. Et elle est souvent complétée, j'aurais pu le préciser, par un tableau de bord, ce qu'on appelle une OBEA, du projet de transformation Lean. Et là, dans cette OBEA, on va retrouver le scénario et des indicateurs qui vont permettre de dire on est à l'heure, on n'est pas à l'heure. Voilà, les indicateurs sont en train de bouger, pas bouger. Donc effectivement, j'aurais pu parler aussi dans la feuille de route, c'est toute la partie pilotage de la transformation. La remarque est effectivement intéressante, parce qu'effectivement, on a besoin de savoir où on en est, comment on avance. Souvent, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, la phase 1, on peut très bien faire une phase 1, diagnostic de performance et feuille de route, et puis le PDG nous dit, OK, j'ai mon diagnostic, j'ai ma feuille de route, maintenant, je n'ai plus besoin d'Excel, je vais le faire en interne. Ça arrive de temps en temps. Souvent, un an après, le PDG nous rappelle en disant finalement, je n'arrive pas à avancer aussi vite, vous ne pouvez pas venir m'aider. Ça arrive. Mais en fait, c'est ça l'engagement, c'est dire on va vous faire un diagnostic, mais derrière, vous n'êtes pas obligé de continuer avec nous. Vous pouvez tout à fait le faire en interne parce qu'il y a des entreprises qui sont structurées. Nous, évidemment, derrière, après un diagnostic, nous, ce qui est super intéressant, c'est d'accompagner l'entreprise dans la transformation. Mais qui dit accompagner, il faut pouvoir se piloter, se mettre des indicateurs précis pour savoir où on en est, comment on avance et comment est-ce qu'il y a des endroits où il faut accélérer, il faut venir compléter, reformer un peu. Voilà.
Donc, effectivement, la remarque était très pertinente. Donc là, on est sur la phase 3, on est sur la partie communication. Comme je dis, la communication, elle devrait démarrer dès la phase 1. Alors, je l'ai mis là pour pouvoir illustrer mon propos. Donc là, je vais vous présenter, pareil, un plan de formation. Alors ça, je l'ai piqué à des stagiaires qui avaient fait ils se reconnaîtront, je crois qu'il y a leur prénom en haut à droite, mais je ne sais pas s'ils s'ils assistent à la webconf. Donc voilà, c'est un plan de communication qui a été fait pendant la formation Black Belt. Et donc, ils m'ont proposé ce plan de communication, donc qui est adressé en 3 parties. Une partie qui est plutôt pour vis-à-vis des clients. Le slide suivant, c'est plutôt pour les salariés, comment je communique au niveau des salariés. Et puis ensuite, pour la direction, comment j'embarque la direction. Donc vous voyez, à chaque fois, où ils ont fait quelle est la cible, quel est l'objectif de la communication, pour rassurer les clients, les conserver, les fidéliser, en gagner, les messages. On a vu que vous étiez, parce que ça, dans un diagnostic, pour le coup, on va aller interroger, ça c'est un des outils, c'est interroger les clients. Donc, vous n'êtes pas satisfait, on y travaille, ok. Donc, le message est, quel est le support? Des petits déjeuners, des visites d'entreprise, les emails, un jeu avec des places à gagner au parc Astérix. Ils avaient été j'avais trouvé ça hyper sympa dans leur approche. Quand est-ce qu'on fait? Qui est responsable de ça? Quelles sont les actions précises, un plan d'action, des actions de communication, et quel est le budget? Donc voilà, les clients, pour les salariés, un événement. Voilà, l'idée c'est de créer prise de conscience, donner de la visibilité, quels sont les messages, quel type d'événement, des emails, un écran dynamique, des affichages, quand est-ce qu'on le fait, qui le fait, voilà, tout ça. Et pareil, ça c'est un coût. Et puis pour la direction, parce que le colis, il va falloir embarquer. Vous n'avez pas forcément, tout le monde ne se dit pas, chouette, demain on fait du lean, ça va être la résistance, même au niveau du colis. Et ben derrière, on va essayer de susciter cette adhésion par un certain nombre de petits événements, voilà, une semaine de team building avec des activités, des jeux, avec des goodies. Voilà. L'idée, c'est d'embarquer en fait, c'est penser à chaque fois communication. C'est hyper important dans un projet de transformation avec l'ensemble des parties prenantes. Posez-vous, et ça vaut le coup de mettre un peu d'argent là-dedans, de faire un petit peu du beau, voilà, de vraiment d'avoir quelque chose sur lequel on dit, c'est vraiment ce qu'on veut faire dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent. Et ça, toujours, encore un petit billet. On est sur un coût du plan de communication, là, il avait été estimé à 15 000 euros. OK? Donc là, je viens d'empiler les différents sujets, 3 sujets. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de communication? Il y a une remarque pertinente pour l'avoir vécu récemment chez un client d'une personne dans l'assistance qui dit que peut-être préciser que le diag peut-être focus sur quelques axes et pas systématiquement sur les 7 axes. Oui, tout à fait. Euh, voilà, c'est effectivement, alors là, je peux répondre à cette remarque. Effectivement, le dernier diagnostic auquel j'ai eu l'opportunité et la chance de participer, on a travaillé plutôt sur 4 axes au regard des besoins du client, des attentes du client et, et du contexte local. Tous les axes ne sont pas systématiquement couverts en fonction des enjeux et des attentes du client qui va être concerné par cette démarche de diagnostic. Tout à fait. C'est à la carte. On peut tout à fait ajuster. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une globalité, ça permet d'aller chercher plus loin, mais après, c'est pareil, ça peut être un problème de budget, un problème de ressources, un problème de temps, et puis on veut faire un axe plus particulier, donc effectivement. On va par contre forcément garder celui de l'axe client. C'est primordial qu'on ait toujours qu'est-ce qu'attendent, qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils attendent. Ça, je pense qu'on peut difficilement faire sans. Voilà, mais tout à fait adaptable. Donc là, c'est un petit peu le slide résumé. Combien ça coûte une démarche lean? Donc, on a vu un diagnostic, un plan de formation, un plan de communication. On est entre 50 et 70 000 euros. OK? Combien ça rapporte? Imaginons on a fait le diagnostic, on présente en disant, le PDG vient nous voir en disant, Monsieur le Black Belt, j'aimerais bien avoir une transformation lean, ça va me coûter combien? 70 000 euros. Et ça me rapporte combien?
Pour le moment, zéro, nada, ni que chi, que dalle. OK? Je provoque exprès, hein. Effectivement, il y a des chantiers qui démarrent, mais en fait, voilà, ça va être quelque chose, c'est vraiment un des rôles important. Alors, il y a eu un petit débat sur LinkedIn en disant est-ce que c'est le principal? Non, je ne pense pas que c'est le principal d'un black belt, mais pour moi, c'est quand même l'expérience que j'ai, c'est qu'il faut aller convaincre une direction, un codir, qu'on va mettre 70 000 € sur la table pour l'année qui vient. Là. Allez, on part sur un diagnostic et une transformation. Dans 2025, je vais mettre 70 000 € pour rien que ça rapporte pas grand-chose. OK? Et ça, ça peut faire hésiter. Et c'est pour ça que c'est là où ça va être hyper important. C'est pour ça qu'on a intitulé le deuxième chapitre, c'est de pouvoir faire parler les chiffres. Aller discuter avec le contrôleur de gestion, avec le PDG en disant ouais, OK, on est d'accord, ça va coûter de l'argent, mais derrière, ça va nous rapporter. Mais ça, il faut vraiment aller comprendre comment fonctionne une entreprise. C'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu de compte de résultats, qu'on va vous parler. Voilà, on va pas faire des heures et des heures sur de la finance, mais c'est important d'avoir cet aspect et de pas l'oublier, parce que l'idée, c'est convaincre, hein, c'est dire, allez, on est parti, je suis prêt à payer un chèque parce que je sais que ça va. Et ça, c'est vraiment une démarche qu'on a au sein d'Ixelles. On ne va pas s'engager en disant, ben voilà, on fait un diagnostic clean en disant, on va vous faire gagner temps. On sait que si on part avec vous, on va vous faire gagner. Mais on ne s'engage pas sur on va vous faire gagner 20% de chiffre d'affaires, 15% de productivité. On ne va pas s'engager sur une valeur de retour sur investissement sur le diagnostic. Mais pour avoir fait quelques dizaines de diagnostics et d'accompagnement d'entreprise, effectivement, on voit que derrière, ça fait pas. Parce qu'au-delà des outils, au-delà de la démarche, c'est aussi toute la mise en marche de l'entreprise vers du changement, vers du mieux, vers se parler mieux, vers mieux communiquer, vers tout ça, et qui est inestimable. Sauf que nos dirigeants sont nos dirigeants, et ils ont des actionnaires qui ont besoin d'avoir des rentabilités, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller faire parler les chiffres. OK? Alors, des exemples tout simples, hein, faire parler les chiffres. Vous avez, par exemple, ici, un tableau de retour garanti. Alors, c'est toujours le KMTAI. Vous avez un certain nombre de problèmes qui sont remontés par le service client qui dit, voilà, j'ai tant de chariots US qui sont rayés, j'en ai tant qui sont HS, j'ai des tuyaux qui... Voilà. Donc, un tableau comme ça. Quand on voit ça comme ça, bon, qu'est-ce que ça donne comme idée? Et bien derrière, première étape, c'est déjà de le mettre en forme un peu plus visible, c'est déjà de faire un Pareto. Voilà. Premier exemple, faire parler les chiffres, c'est déjà de les rendre, ça c'est important, hein, parce que vous avez des tableaux Excel dans tous les sens, mais qu'est-ce qui ressort comme étant l'essentiel? Là, on s'aperçoit qu'effectivement, globalement, alors je me penche un peu parce que c'est vraiment écrit petit. Vous avez par exemple les cartes États-Unis ou je ne sais plus lesquelles, non, Europe, et puis les compresseurs qui ressortent comme étant la tête de Pareto. Donc, probablement qu'il faut commencer par travailler là-dessus. Mais autre étape aussi qui va être intéressante, c'est de mettre des euros. Pensez toujours, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre des listes, de faire des Pareto, ça c'est plutôt quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais le fait de dire, combien ça me coûte de réparer une carte américaine? Là, entre le moment où le client n'est pas content, il faut que je lui envoie une pièce de rechange, il faut soit que j'aille dépanner, tout ça, c'est un coût. Donc, c'est peut-être intéressant d'aller valoriser ça. Ça peut prendre du temps, mais ça va permettre d'affiner en fait votre analyse. Et là, pour le coup, on a fait l'exercice et on a dit, alors je ne me rappelle plus les coûts, mais je sais plus, on avait fait l'analyse, combien coûtait de réparer une carte ou de renvoyer une nouvelle carte européenne et de la transformer. Et bien, vous voyez apparaître des graphiques qui sont beaucoup plus parlants. Où là, les cartes américaines, ça vous coûte 100 000 € dans l'année et le compresseur n'est pas loin. Et au lieu d'avoir un peu des flatotrons, là, des trucs un peu plats, ça permet de mettre en avant un certain nombre de points. Donc, ça peut être intéressant, parce que derrière, vous allez... c'est déjà un premier outil, un premier moment de collaboration avec le contrôleur de gestion.
et voir en disant, tiens, j'aimerais calculer ça. Comment on peut le faire? L'idée, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, hein, évidemment, hein, c'est toujours le principe d'un indicateur, mais ça peut être intéressant d'affiner le côté financier d'un certain nombre d'indicateurs. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, alors là, peut-être qu'il y en a qui vont tomber dans les pommes, j'espère pas, hein, mais voilà, un petit compte de résultats simplifié. Alors, c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées quand j'étais patron de ma blanchisserie industrielle, hein. Alors, c'est souvent des fichiers assez froids, hein. Alors que là, il y a même des couleurs, des bleus, du gris. Voilà. Et il faut quand même un peu se plonger dedans. Ah, donc, vous voyez, c'est une entreprise qui tourne pas mal, hein. Elle a plutôt une marge de but d'exploitation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de 26%. Et elle prévoit, en fait, là, on est en ADN, et elle prévoit une évolution de ces années. Globalement, comment ça fonctionne tout ça? Ce qui est important aussi, c'est que dans le compte de résultats, vous allez retrouver, je vous montre avec le doigt, mais je peux bien montrer avec ma souris, mais vous allez retrouver ce qu'on appelle les charges d'exploitation. Ça, c'est super intéressant. Parce que derrière, on va s'en resservir, vous verrez tout à l'heure, pour pouvoir valoriser des chantiers. Parce que ça va être un moyen pour pouvoir décomposer les différentes dépenses et les différents gains que vous allez faire sur les chantiers. On va retrouver salaire et charges salariales, de l'achat de matières et prestations, des frais généraux et des charges, de l'énergie, de la maintenance, la CNQ, coût de la non-qualité, et le COC, le coût d'obtention de la qualité. Alors ça, c'était le COC, on calculait ça chez Michelin, c'était vraiment un truc qu'il fallait, c'est quand même pas mal de temps, un peu trop à mon avis, mais combien nous coûtait le fait de mettre des contrôles en place, mettre le contrôleur, mettre tout le système qui va permettre d'enregistrer les contrôles, tout ça, c'est un coût. Et toujours, à un moment, ça s'équilibre entre le coût de la non-qualité et le coût de l'obtention de la qualité. OK? Donc ça, c'est des données importantes qu'il faut connaître, qu'il faut capter en tant que le black belt, qu'il faut bien maîtriser. Alors pareil, hein, là, vous allez pouvoir rendre visible votre compte de résultat. Plutôt que d'avoir des chiffres un peu bruts, c'est mettre de la couleur. C'est des choses tout bêtes, mais qui vont permettre de voir un certain nombre de faits. Là, rapidement, hein, l'idée, c'est de se dire, effectivement, j'ai l'impression qu'entre l'année N et l'année N plus 1, on fait une sacrée performance, puisqu'on gagne 16%. Mais on s'aperçoit, par exemple, là, on voit tout de suite en rouge que la variation des charges, elle est plutôt négative. C'est-à-dire qu'on va dépenser plus, on va moins optimiser les charges d'exploitation. Donc ça peut permettre de se dire, peut-être qu'il y a des choses à aller gagner. Et puis, par exemple, on voit que les ventes de réparation, on a un 0%. Oui, on arrête les ventes de réparation, donc on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, voilà. On va faire un cours d'économie, mais l'idée, c'est déjà de rendre visible son compte de résultat. Et ça, pareil, travaillez-le avec votre contrôleur de gestion, parce que ça va être important. Toujours, hein, l'idée du Lean, c'est d'aller là où ça fait, à l'essentiel. C'est d'aller commencer par là où il y a le plus d'impact pour le moindre effort. Rappelez-vous, hein, la matrice impact-effort. Eh bien, ça permet déjà de faire un focus sur des éléments qui vont dire, je vais me concentrer sur ce sujet-là. OK? Et puis, si on veut aller un peu plus loin, je continue, puis on verra s'il y a des questions. On peut aussi aller détailler, en fait, ce compte de résultat par les différents produits qu'on fabrique. C'est ce qu'on appelle de la VSM costing. Alors ça, il y a le lean accounting, VSM costing, tout ça, c'est des choses aussi qui sont abordées en black belt, qui sont encore, comment dire, affinées en master black belt, parce qu'après, on peut être master black belt. Donc tout ça, on vient vraiment faire parler les chiffres, hein. C'est pour ça que on appelait ça comme ça. Où par exemple, là, on va voir qu'effectivement, faire un chariot américain, il va être beaucoup plus rentable que de faire un chariot. Beaucoup plus, non, mais 3% de plus, 4%, qu'un chariot américain. Là, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on s'aperçoit qu'on a un compresseur là qui nous coûte beaucoup d'argent parce qu'en fait, il a beaucoup de défauts. Lui, il perd de l'argent. Donc, on va transformer notre compte de résultat pour le faire parler et d'aller, pareil, toujours faire focus là où ça fait mal. Et ça, quand vous commencez à amener ça à votre dirigeant, il commence à se dire, ah oui, ok, là, on commence, c'est toujours dans la démarche au préalable, hein, c'est de se dire, voilà, on va se concentrer là où ça fait le plus mal, c'est de rendre visible, faire parler les chiffres pour pouvoir les améliorer. Et Taishi Uno, hein, il a tout à fait raison quand il dit les coûts n'existent pas pour être calculés,
ils existent pour être réduits. Passez du temps à les calculer, mais n'oubliez pas que derrière, l'idée, c'est d'aller taper là où ça fait mal. OK? Est-ce qu'on a des questions sur cette partie financière? Alors, Des remarques? oui, oui, des remarques et des questions. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quelques contrôleurs de gestion autour de ce pont, donc je pense qu'ils sont très intéressés par rapport aux échanges que tu peux, en tout cas aux informations que tu peux apporter. Première question, qui est une question, je pense, un peu partagée. Même si je pense que ce sera difficile de répondre à cette question, globalement, en termes de diagnostic, on a un investissement 50, 70 K euros. En tout cas, il y a un investissement. Euh, Est-ce qu'on a un retour d'expérience qui nous permet de à peu près chiffrer ce retour sur investissement par rapport aux entreprises qui ont déployé des démarches? Est-ce qu'on a des ratios qui nous permettent de dire bah, combien finalement ils ont gagné après la mise en place de ce type de démarche? Alors, on va voir des exemples, mais c'est très variable en fait, parce qu'il peut y avoir des chantiers qui finalement coûtent pas cher parce qu'on a mis 5 personnes sur le terrain et on les a fait travailler pendant 5 jours et ils vont ressortir 160. J'ai eu le cas, hein, on était dans un entrepôt logistique, on a mis 5 personnes dans l'atelier, avec un animateur et on a tiré 160 000 euros. Donc je crois qu'on a investi 5 000 euros de chariot et c'était un gain de 160 000 euros sur l'année par an. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses exceptionnelles et puis des choses un peu moins. Euh, on est souvent quand on fait des calculs, on est sur un rapport d'un retour d'investissement sur 1 an et demi, à peu près. Après, il faut encore pouvoir le prouver. Mais c'est la discussion qu'on va avoir à la fin. C'est de pouvoir. Il y a toujours cette bataille en disant, mais non, c'est pas le lean qui m'a amené ça, c'est parce que j'ai fait une amélioration de la machine et c'est ça qui a fait que. Alors, en fait, c'est peut-être du lean, hein. Après, l'idée, c'est pas de la bataille, c'est quand même d'avoir des résultats à la fin. Mais il peut y avoir un peu cette tentation de dire non, non, mais c'est pas le lean qui a amené ça, c'est moi qui l'ai fait en tant que chef d'atelier dans un secteur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que chaque fois que vous faites un chantier, d'aller essayer. C'est souvent a posteriori, mais pour moi, c'est une étape nécessaire pour dire, ben voilà, on a fait un chantier 5S ici, ça a coûté ça, mais ça nous a rapporté ça. Et tous ces petits chantiers, finalement, sont des petits pas, hein, on est dans le Kaizen, hein. Et ben tout ça, ça va permettre de montrer que petit à petit, on gagne de l'argent. Mais voilà, s'il faut retenir, on est entre un ROI à 1,1, 1,5 sur une démarche à 70 000 euros dès le départ. Okay, donc effectivement, ça fait un peu briller les yeux. Mais c'est pas ça. Il faut le travailler, il faut pouvoir le montrer, et ça fait partie des boulots de chaque chantier. On se dit, bah, on fait un petit bah, ça m'a coûté combien? 3 personnes, voilà, ça a coûté tant, un peu d'argent. Et combien ça m'a rapporté? Ah bah oui, effectivement, on a gagné. Et c'est ce que, effectivement, hein, de pouvoir bien le plugger dans le compte de résultats en disant, ah, l'identifier, ça, c'est bien ça, effectivement, on a bien le chantier. On va revenir là-dessus. Ok. D'autres, Pour revenir sur les questions clés, je vois que je fais un peu le timekeeper et au regard des thèmes qui restent encore à aborder, mais si on a le temps, j'essaierai de collecter et de remettre en fin de session les questions clés qui arrivent au fil de l'eau. Donc, là, alors la fameuse matrice impact-effort, où là, on va pouvoir, effectivement, ça c'est souvent, on fait ça, on va faire ça après un diagnostic, c'est ce qui va permettre la feuille de route. Mais on peut le mettre à jour au fur et à mesure, en disant des différentes actions qui vont remonter du terrain. Ben, ça, c'est un bon moyen pour se dire, bah, je vais identifier les chantiers prioritaires, ceux qui me rapportent le plus, avec le minimum d'efforts. Et là, on est dans le quick win, dans les actions simples, efficaces, des petites actions qui vont permettre de gagner et de montrer, c'est ça aussi qui est important, et de montrer que ça commence à gagner. OK? Donc ça, c'est important, c'est une étape hyper importante d'aller mettre les différents chantiers dans la matrice impact-effort. OK. Alors, je continue, hein, effectivement, le temps tourne. On va parler du troisième chapitre, hein. L'idée, c'est, alors on a déjà abordé, hein, j'ai commencé à en aborder, mais on va rentrer un peu sur différents sujets, hein.
L'idée, c'est valoriser un chantier d'amélioration. Comment je peux, j'ai fait un 5S, j'ai fait un diagramme spaghetti, j'ai fait un chantier, comment je vais pouvoir le valoriser? Un exemple tout bête, hein, voilà une intervention que j'ai pu faire dans un entrepôt logistique, alors c'est pas celui que je citais tout à l'heure, où on a une préparation de commande ici, hein. Vous avez une personne qui est avec son chariot et qui vient préparer les commandes. Donc là, elle pousse son chariot, c'est un gerbeur, hein. Alors il est électrique, donc pour le coup, il n'a pas besoin de pousser trop fort. Mais après, il va venir piquer, faire du picking en fait sur les P. Là, ce sont en fait des palettes et l'opérateur vient piquer en fait un certain nombre de colis pour repréparer une palette. Donc, vous voyez, on fait ça avec un opérateur. Ça, c'est un groupe de travail. 4 opérateurs, un chef d'équipe. Il y avait un animateur et il devait y avoir un technicien méthode quelque part. Donc, 5 personnes qui travaillent là-dessus pendant 3 jours. Donc, on mobilise ces 3 jours. Ces personnes ne font rien d'autre pendant 3 jours. Elles travaillent sur ce sujet-là. Donc, il faut les remplacer. Donc, ça coûte de l'argent. Et donc, elles ont dessiné le spaghetti. Elles se sont aperçues que toutes les 20 minutes, elles faisaient 800 mètres. Pardon, toutes les heures, elles faisaient 800 mètres et qui représentaient 20 minutes de temps de déplacement. Rappelez-vous, hein, dans les 9 gaspillages, un des premiers, c'est les déplacements. Eh bien, hop, le chantier, on a travaillé, on a fait des simulations, on a fait des tableaux, on est allé sur le terrain, on avait la chance d'avoir de la place, un endroit où on a pu tester des différentes solutions. Eh ben, la proposition du groupe de travail, ça a été au lieu d'à chaque fois de déplacer les chariots, on les a défini en fait des zones. Ils ont réorganisé en fait leur bord de ligne. Ils ont défini des zones où ils venaient poser le chariot et ils venaient prendre les différentes colis. Et donc, au lieu d'avoir 800 mètres de déplacement et un spaghetti vert, là, on s'est retrouvé avec le bleu, c'est les déplacements du chariot, et le rouge, c'est les déplacements de la personne. Et c'est devenu le projet tulipe. Parce que ça ressemblait à des tulipes. Il y en a un qui a dit, ah tiens, c'est joli, on dirait des tulipes. Et donc, mise en place de cette nouvelle organisation, formation des opérateurs, ça coûte de l'argent aussi. Alors là, c'était exceptionnel parce qu'il y a une des opératrices qui est revenue un lendemain, elle a dit, ah bah tiens, ce soir, là, j'avais un peu de temps, j'ai écrit toutes les nouveaux modes opératoires. Elle avait tout réécrit les modes opératoires dans son temps libre. Moi, j'avais jamais vu ça. Bon, mais tant mieux. Et donc, on a pu démarrer la semaine d'après avec une nouvelle organisation. Et donc, un déplacement de 200 minutes, plus que 5 minutes. Vous imaginez les 15 minutes par heure, fois une dizaine de préparateurs, ça fait quelques argents. Et c'est là qui est intéressant d'aller voir le compteur de gestion en disant, ben voilà, on a gagné tant en productivité. Avant, on faisait 500 colis, on est passé à 700 colis. Les gens ne sont pas plus fatigués. Et ben voilà, le gain, c'est 14 000 euros par an. Et ça, c'est super important d'aller le pointer, le taguer dans votre contrôle, avec le contrôleur de gestion dans le compte de résultats. Parce qu'avec ça, vous faites des chantiers, hein, c'est ce qu'on voyait. Alors, je reviens, pardon, ça peut-être passer un peu vite, mais vous avez vos chantiers pilotes, là. C'est hyper important d'avoir des chantiers pilotes qui vont permettre, là, comme dans la deuxième phase, on parle de comment ça faire des chantiers pilotes, identifier là des chantiers où on sait qu'on va faire des gains importants. C'est ceux qui, dans la matrice impact effort, sont ressortis dans le CODIR en disant ça va nous faire gagner. Mais surtout d'aller passer du temps pour le valoriser. Parce que quand vous avez le PDG de MTI qui vient et qui dit ah bon, ça fait gagner, j'ai mis 3 personnes, 5 personnes pendant 3 jours, j'ai investi un peu d'argent dans des supports, des choses comme ça, et ça me coûte 14 000 euros par an. Et ben, tout de suite, il y a les yeux qui brillent. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un gros dollar. Alors, j'aurais pu mettre un gros euro, mais un gros dollar en disant ah oui, il y a l'argent intéressant à faire. Donc ça, c'est une démarche hyper importante. N'oubliez pas, c'est pour ça que on a rajouté cette slide. Il va falloir embarquer aussi les personnes, hein, parce que si vous leur dites vous allez travailler plus, ça va un peu. L'idée, c'est de travailler mieux. Toujours ce principe de dire je vais t'enlever du temps. Là, typiquement, hein, ils se déplaçaient moins. En plus, ils poussaient moins leur chariot, voilà. Et je vais t'enlever du temps, du temps de travail où tu te fatigues, par du temps de travail où tu ne te fatigues pas. Est-ce que tu es d'accord? Là, c'est forcément une démarche préalable à tout chantier. Intégrer les parties prenantes, ça veut dire les opérateurs, les chefs d'équipe, le management et aussi les organisations, les organisations syndicales
qui vont être partie prenante de ça en disant OK, on est d'accord. L'idée, hein, c'est d'avoir dès le départ en disant ben, on va gagner tout en gagnant, on va gagner, on va travailler peut-être plus, mais on va travailler mieux. OK, avec de l'ergonomie et des choses comme ça. Voilà. Je voulais faire quand même ce préalable, attention, en disant waouh, ça va être génial, le lean, on va faire plein de gains. Non, il y a quand même toujours, on embarque les équipes dans cette démarche. OK. Bon, là, je prends l'exemple aussi d'un AIC. Ça, c'était alors pour le coup, un retour sur investissement. Là, par exemple, on a mis en place les AIC. C'était un de mes. En 2020, j'ai mis en place l'AIC dans une quinzaine d'entrepôts logistiques du sud de la France. Donc, ben voilà, les différentes rituels qui vont permettre de coordonner en fait tout ça. Ça, combien ça coûte? Bah, ça coûte, c'était un projet, c'est 6 mois hein, pour mettre en place un AIC sur un entrepôt entre 80 et 150 personnes. C'est 45 000 euros. Ça va coûter 4. Donc, XL va facturer 45 000 euros pour pouvoir mettre en place un AIC qui fonctionne bien. Et après, alors on n'est pas pendant 6 mois, on n'est pas dans l'entreprise, mais on va venir régulièrement tester, faire des audits et puis transmettre. En fait, c'est aussi important, hein, c'est que derrière, ça soit une démarche qui reste dans le temps. Donc, de fonctionner tout ça. Ben, ça va coûter 45 000 euros. Et ben, en interrogeant en fait les directeurs de site, il y en a un certain nombre qui nous ont dit, en fait, globalement, ça nous a fait gagner un intérimaire par an. Alors là, j'ai mis 50 000 euros, ça peut se débattre, parce qu'en fait, le fait de se voir tous les jours à 11 heures en disant où est-ce qu'on en est en termes de préparation, où est-ce qu'on en est en termes d'expédition ou d'intégration des colis, et ben, les gens communiquent et au lieu de dire bah, tiens, je vais prendre un intérimaire pour la préparation parce que je suis en retard, et ben, je vais dire ah bah tiens, à la GDS, vous avez gestion des stocks, là, c'est un service qui gère les stocks. Ah, vous êtes en avance sur l'inventaire, ah bah, tu peux me prêter une personne. Et en fait, ça, c'était un retour investissement. Alors, vous voyez, hein, 45 000 euros dépensés sur 6 mois, ben, l'année qui arrive, on récupère 50 000 euros. Donc là, pareil, on a un retour sur investissement de moins d'un an. Alors, pareil, hein, ça, si vous n'allez pas aller voir le contrôleur de gestion, ça va être des fois plus compliqué pour pouvoir le faire apparaître. Parce qu'après, on va dire, ben non, mais c'est parce que je suis mieux organisé, tout ça. Donc, c'est important dans votre rôle de Black Belt d'aller discuter, dire, bah tiens, on a mis ça en place, qu'est-ce que ça rapporte? Je parle d'argent, hein. Ce qui n'est pas estimable, bah, c'est la bonne entente, c'est le décloisonnement, c'est la sérénité des équipes, ça, c'est pas estimable. Encore que, on peut aussi aller voir en disant, voilà, j'avais un taux d'absentéisme de 10%, je suis passé à 5%, parce qu'on est dans une démarche de transformation. Et ça peut être aussi intéressant d'aller discuter avec le contrôleur de gestion, disant, ou avec la RH, ouais, on englobe tous ces services pour dire où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on voit commencer à bouger les chiffres et de pouvoir les capter et de les valoriser et de montrer tout ça, évidemment, au CODIR, en direction. Donc, c'est important d'avoir des bons indicateurs qui vont permettre de capter ça. OK? Et enfin, pour finir mon propos, je ne voudrais pas trop empiéter, donc voilà, le coût et l'intérêt. Ça, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je préconise d'utiliser. Alors, il est vierge, hein, je n'ai pas voulu mettre d'exemple, mais c'est vraiment pour conclure mon propos, c'est ce que j'utilise quand on veut valoriser un chantier. On va retrouver, en fait, c'est pour ça que je vous ai parlé de compte de résultat. Tiens, il y a le petit laser, j'avais bien aimé. Hop. On va retrouver, en fait, la décomposition du compte de résultat ici. OK? Avec le vert, ce que je gagne, et le rouge, ce que je dépense. Et puis là, vous allez pouvoir mettre vos chantiers. Typiquement, un chantier 5S, qu'est-ce que je gagne en salaire? Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai dépensé? J'ai fait 3 réunions avec 5 personnes pendant 2 heures, pendant 3 mois. Tout ça, c'est des gens qu'il faut remplacer ou c'est des produits qu'on ne fabrique pas. Donc ça, c'est des coûts. Est-ce que j'ai acheté des matières premières? Oui, j'ai acheté des balais, j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté. Pardon, ça c'est. Est-ce que j'ai. C'est plutôt le rouge en fait. Donc là, il y a ce qu'on va dépenser pour pouvoir faire le chantier 5S. Est-ce que ça fait économiser un chantier 5S? Globalement, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'a pas besoin de rajouter 4 fois les mêmes produits, les mêmes outils, par exemple, parce qu'ils sont toujours bien rangés et que, comme on a tout de suite, là, on voit si la clé 12, elle est là ou pas là,
ben, ça évite qu'on la rachète à chaque fois parce que quelqu'un est parti avec de façon plus ou moins intentionnelle. Mais on voit tout de suite effectivement qu'il y a des écarts et ça permet ce genre de réduction de coût. Pareil, ça peut être valorisé là-dedans. Ça peut être des frais généraux. On dit que le 5S, un des objectifs du 5S, c'est de réduire la surface utilisée. Et bien derrière, ça va être effectivement, on va gagner une surface. On va libérer 100 mètres carrés. Alors, effectivement, si c'est pour mettre un autre bazar, ça ne sert à rien. Par contre, si c'est pour sous-louer ou pour éviter de faire une extension et de mettre une nouvelle machine à ce niveau-là, eh ben, ça peut être valorisable. Et ça, ben, un contrôleur de gestion peut vous dire, ben, 100 mètres carrés, ça coûte tant en termes de valorisation. En énergie, ben, vous allez peut-être vos machines vont moins fonctionner, ben, vous allez gagner. Par contre, vous avez peut-être besoin d'un certain nombre d'énergie. Pareil pour la maintenance, pareil pour la qualité, et pareil pour les contrôles. Peut-être qu'un certain nombre de chantiers vont vous faire baisser les contrôles. Rappelez-vous, hein, un contrôle, c'est un gaspillage. Alors, il peut y avoir, ça peut susciter un débat, mais ça pourrait faire l'occasion d'une autre conf. Mais supprimer des contrôles qui servent à rien ou qui servent plus, ou parce qu'on a mis un certain nombre en place un certain nombre de détrompeurs, de choses qui évitent le défaut, ben, tout ça, ça va nous faire descendre notre coût d'obtention de la qualité, et ça peut être valorisé. Ou alors, à contrario, on va être obligé de rajouter des contrôles parce qu'on se dit là, il faut vraiment qu'on soit carré, qu'on mette en place une carte de contrôle, par exemple. Ça va être un peu d'investissement, un peu peut-être de data à capter. Ben ça va coûter. Et avec ça, ben vous allez pouvoir décomposer vos différents chantiers et pouvoir présenter l'addition, si je peux m'exprimer ainsi, en disant, ben voilà, on a dépensé tant, et on fait un bilan, gain total, dépenses engagées, et derrière, ça vous calcule votre ROI, chantier par chantier, et vous pouvez le piloter en disant, est-ce qu'on est bien en résultat? Mais rappelez-vous, il faut vraiment travailler ça avec le contrôleur de gestion pour qu'on vienne taguer dans le compte de résultat les bons résultats d'un chantier. OK? Voilà sur la démonstration que je voulais faire. Je te laisse la main, Steve, pour conclure. Est-ce qu'il y avait eu quelques questions ou Je pense qu'il y a des questions et qui aboutissent au sujet que je vais aborder maintenant. Ah bah, OK. Effectivement, c'est comment on valorise ce retour sur investissement, parce que finalement, la vraie difficulté et tous les commentaires qui se sont positionnés, de dire comment j'arrive, et notamment à l'étage du dessus, à savoir les décideurs qui veulent lancer ce type de démarche, comment j'arrive à les motiver. Et on sait tous pertinemment l'optimisation des bénéfices et un retour sur investissement qui est chiffré financièrement est quelque chose qui a tendance quand même à débloquer les situations et accélérer les prises de décision sur ce type de démarche. Et je dirais, toutes les personnes ici dont on a une partie de contrôleur de gestion mettent le doigt sur la difficulté de valorisation de ce retour sur investissement. Et en fait, très rapidement, il nous reste 5-6 minutes. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Finalement, on va avoir une optimisation des coûts variables ou des coûts directs qui sont liés à la prestation du service, du produit, délivrance du service ou du produit qu'on va donner au client. Et là, on va pouvoir, sur cette partie-là, identifier des bénéfices associés dont tu as présenté quelques exemples, Olivier. Et puis, on va avoir, hélas, des coûts fixes. Les locaux ne sont pas liés les coûts de locaux, les coûts des bureaux, si on parle du service informatique, le coût des moyens informatiques, l'immobilisation de ces coûts, quel que soit le chiffre d'affaires, on n'aura pas forcément un indicateur qui va nous permettre de chiffrer les bénéfices en données sonnantes et trébuchantes. Finalement, si on veut essayer de répondre, je dis bien essayer, ça n'a pas vocation à être complètement exhaustif, en reprenant ce symbole de l'iceberg qui dit quels sont les éléments qui vont être visibles, qui vont permettre auprès des dealers de valoriser les gains financiers qui vont être visibles sur les coûts directs. On a 4 axes dont certains tu as déjà fait expression tout à l'heure. Le premier, c'est l'objectif du Lean. Concrètement, c'est éliminer les gaspillages pour pouvoir délivrer plus de services, plus de produits dans un même temps donné.
Et donc, ça veut dire que le premier axe, c'est d'accélérer ou d'accroître notre efficience de chiffre d'affaires ramené au temps donné. Ça, c'est le premier indicateur qui va être extrêmement intéressant en termes de retour. Le deuxième, c'est bien entendu les coûts de non-qualité. À partir du moment où on a notamment dans certains secteurs d'activité comme la pharmacie, chimie, l'agroalimentaire, la destruction de matière implique à la fois des prestations de services et à la fois des coûts associés qu'on va revoir directement en haut du PNL et en haut de l'état de gestion et qui seront visibles et identifiables. On va également les coûts des ressources. Certains ont identifié ça dans le chat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire appel à des intérimaires ou des forces supplétives, soit pour du tri, soit par rapport à des pics d'activité. On va pouvoir aussi avoir, à un moment donné, par rapport à des retards de production ou d'autres problématiques, le déclenchement d'heures supplémentaires auprès des collaborateurs. L'idée étant, c'est de pouvoir optimiser ces coûts directs associés qui sont visibles en haut du PNL. Et puis, bien entendu, la partie moyen, tout ce qui est achat de matière, les outils, les prestations de services additionnelles qu'on va devoir faire en lien avec la prestation de service et le produit. Et ça, ce seront des indicateurs et des leviers de valorisation, de retour sur investissement. On va avoir aussi, et certains l'ont dit dans le chat, des bénéfices qui vont être induits, plus compliqués à valoriser. Forcément, un collaborateur dans le PNL, un permanent, il est là 100% du temps, il a un ETP, il coûte 50, 60, 70 K euros, charge patronale incluse. On ne le verra pas associé puisque son activité sera toujours identique en termes de financement ou d'état de gestion. Ceci étant, une partie de ses activités à non-valeur ajoutée va être transférée au profit d'activités à plus forte valeur ajoutée au service des clients. On va avoir l'opportunité également, et ça je l'ai vécu, à partir du moment où on a de la satisfaction des clients, on a une belle opportunité pour étendre soit de nouveaux marchés, soit étendre la prestation de service ou les produits, typologie de produits qu'on va pouvoir délivrer aux clients. Donc un business additionnel potentiel. Certains en ont parlé, la sérénité des équipes. Ben, mine de rien, le talon d'Achille de toutes les entreprises, qu'elles soient manufacturing, service, ça reste aussi les hommes et le turnover, les temps de formation au poste, les temps d'improductivité, qui ne seront pas forcément visibles dans l'état de gestion, mais qui sont des facteurs clés de succès pour optimiser la qualité et réduire les potentielles problématiques de temps de formation, de perte de productivité. Et enfin, l'objectif du Lean aussi est de travailler autant que faire se peut en flux tendu, réduire les stocks et donc réduire l'espace immobilisé, donner de l'ergonomie au poste des collaborateurs pour qu'ils travaillent mieux et de manière beaucoup plus sereine et potentiellement optimiser les capacités d'autofinancement, les trésoreries des entreprises. Enfin, certains également ont mis le doigt sur ces sujets. On va aussi réduire les risques. Risques commerciaux. Pourquoi? Parce que certains contrats, prestations de services impliquent des pénalités. Donc, quand on a un taux de service qui est de 100%, même si ceux-ci sont à un moment donné, et je pense que les contrôleurs de gestion seront d'accord, provisionnés quelque part dans les états de gestion, ça sera de la déprovision à terme, mais on ne le verra pas au mois le mois, mais ce sont des choses des risques en tout cas qu'on va réduire. Les risques sociaux entre les équipes, entre elles, entre les managers et les collaborateurs, entre les services et les équipes. À partir du moment où on met en place des AIC, un mode de communication, de pilotage de l'activité, où on implique l'ensemble des collaborateurs dans leur poste de travail, eh bien on développe l'intérêt des collaborateurs et on limite la partie conflictuelle potentielle qui peut intervenir. Risques environnementaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Notamment pour certaines sociétés qui ont des rejets ou des risques de rejet dans la nature de produits qui ne seraient pas tolérables en termes de taux. Et puis, on a également, et on aurait dû peut-être le mettre en prime abord, les risques accidentogènes, la sécurité étant le premier enjeu de tous. Les démarches Lean vont également influencer et travailler sur les risques d'accidentologie. Reste quelques minutes pour étayer avec un cas concret de retour d'expérience que j'ai pu vivre à titre personnel en tant que sponsor d'une démarche. Je vais essayer de vous synthétiser les bénéfices associés en quelques minutes.
Bon, pour vous donner quelques éléments de contexte de l'entreprise, c'est une société de services, une grande société de services qui travaillait dans la prestation de services RH, qui 6 ans auparavant s'était lancée dans l'activité d'externalisation de processus RH pour le compte de clients grands comptes, industrie, services, banque, assurance, finance, aéronautique. Et au bout de 6 ans, finalement, le constat après le lancement de cette activité était d'avoir une croissance. Il y a une forte croissance de clients de chiffre d'affaires. Mais hélas, la profitabilité n'était toujours pas au rendez-vous par rapport aux attentes du groupe, au regard du lancement de cette activité, de retour sur investissement. Sachant que on était dans une organisation à cette époque avec une partie des équipes qui étaient en front office, qui allaient prendre en charge une partie du processus, une partie des équipes qui étaient détaillées sur un centre de services partagé. Et l'objectif a été de lancer cette démarche d'optimisation pour obtenir de la productivité et de la performance associés, sachant que sur ce centre de service, sachant que en termes de contexte organisationnel, ce centre de service avait 4 équipes d'environ une dizaine de collaborateurs, travaillant sur des technologies différentes, sur des processus différents, avec un écosystème, si on parle de gestion de l'intérim, d'externalisation de gestion de l'intérim, externalisation de la gestion des prestataires IT, ou alors des campagnes de recrutement d'alternants et stagiaires, des contextes écosystèmes légaux complètement différents. Et pour terminer sur ces éléments de contexte, et vous donner quelques chiffres, ce centre de service gérait à peu près au quotidien toutes les activités middle office, donc toutes les activités administratives pour 6 000 intérimaires, à peu près 600 consultants IT et un peu plus de 400 alternants et stagiaires au quotidien. Donc on est on était dans un contexte plutôt d'industrialisation des services avec 4 enjeux majeurs: optimiser les process. Très clairement, on avait des process qui n'étaient pas efficaces. Quelqu'un a parlé d'automatisation dans le chat sur un processus de service. Aucun outil d'automatisation n'a été mis en œuvre pour déployer la productivité, améliorer la productivité des équipes. Mais en tout cas, on avait un enjeu d'optimisation des process. On avait une problématique également de pilotage de la performance au quotidien, d'animation de la performance avec les équipes, pour prendre les bonnes décisions au quotidien, réallouer et partager la charge d'activité afin de répondre aux enjeux du client. On avait des enjeux également d'un point de vue comportementaux et de travail sur la polyvalence, sur la compétence des gens qui travaillaient surtout pour leurs clients, et pas de démarche de travail conjointe sur les autres comptes clients. Et un enjeu de capacité. Et pourquoi un enjeu de capacité? Parce que l'activité était toujours en croissance et il fallait être en capacité d'absorber plus de charges avec une optimisation des ressources associées pour optimiser la profitabilité. Et enfin, vous avez dans le cadre en jeu, vous aviez de la variabilité, et surtout dans le monde du service, ce qui est un peu le talon d'Achille du monde du service, à la différence du manufacturing, c'est que c'est le collaborateur qui va prendre le temps de réaliser la prestation, et vous pouvez avoir beaucoup de variabilité, certains de charges d'activité également. Certains collaborateurs étaient à des moments donnés en surpression, en surcharge d'activité, d'autres étaient en sous-charge. Et ça, c'était un enjeu aussi de rééquilibrer les charges pour l'ensemble des acteurs. Une démarche a été menée sur une durée de 6 mois avec un modèle formation, action. On formait les équipes et deux, trois collaborateurs de chaque pôle d'activité étaient en charge de mettre en place les outils associés. On a travaillé à mettre en place des centres d'information pour piloter l'activité. Nous avons mis en place également tous les rituels managériaux de pilotage d'équipe, de points d'équipe journaliers permettant d'optimiser la charge. Un axe de travail a été mené sur la partie standard pour limiter la variabilité et les écarts de prestations qu'on pouvait donner pour les différents clients.
On a travaillé également sur les routines et pratiques, quel est le rôle du manager, quelles sont les activités qu'on doit être amené à mettre en place, un agenda type pour un manager, pour vraiment les recentrer, non plus faire le manager pompier, entre guillemets, mais vraiment du pilotage actif, des méthodologies de résolution de problèmes, des audits de processus. On a travaillé également sur des chantiers de polyvalence et grilles de polyvalence, grilles de compétences permettant d'optimiser cette polyvalence entre les équipes. Et enfin, dernière étape et dernier atelier qui a pu être amené, c'était la vision, où on a redéfini les valeurs de l'ensemble de ce centre de service qui était commune à l'ensemble des pôles pour créer vraiment un esprit d'équipe et de poser ensemble les objectifs de performance qu'on attendait suite à la mise en place de cette démarche d'excellence opérationnelle, pardon. Les résultats, vous les avez. 78% de satisfaction des équipes quant à la démarche qui a été mise en œuvre, 80% de satisfaction sur le bien-être, bien vivre ensemble. Et pour étayer le sujet de notre webconférence aujourd'hui, l'indicateur que j'ai pu partager, notamment en CODIR, pour soutenir justement les bénéfices associés, était un indicateur de productivité de performance qui ramenait le temps horaire de travail pour chacun des comptes clients, ramené au chiffre d'affaires qui était absorbé et généré. Et finalement, un an après, quand on a fait l'état des lieux, on avait obtenu une croissance de cette productivité de l'ordre de 30% sur deux axes, en travaillant sur deux axes. Le premier, c'est la capacité d'absorber du chiffre d'affaires et de l'activité complémentaire tout en gagnant de la productivité. Et le deuxième axe, c'était de ne pas remplacer les quelques départs que nous avons eus au cours de l'année, départs naturels liés à notre turnover. Voilà les éléments clés que je voulais personnellement vous partager sur cette expérience passée et les bénéfices qu'on peut avoir. Je sais que et c'est tout le débat que nous avons eu aujourd'hui, le levier ou la difficulté d'identifier les axes et les leviers de valorisation de retour sur investissement sont des sujets clés. J'espère qu'on a pu vous apporter quelques brides de réponses et d'informations, sachant que, bien entendu, en fonction des contextes clients, ces leviers seront différents et ce qui a été présenté n'est bien entendu pas exhaustif. Midi 8. On est bon? Ouais, un peu dépassé. Un petit peu, un petit peu. Mais bon, c'était important ce cas client et de justement montrer un petit peu comment ça peut être mis en application. Donc, du coup, on va conclure très rapidement. Je vous affiche juste cette slide pour vous indiquer la première webconférence de l'année 2025 sur le thème de faire grandir vos équipes avec des approches innovantes d'accompagnement, qui sera donc le 24 janvier. Donc, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Je ne vais pas forcément en dire plus. Je vous affiche cette dernière slide où vous avez nos coordonnées. Je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de questions. Donc, si on n'a pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas du coup à nous contacter, que ce soit par téléphone, par mail, sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Steve et Olivier, pour cette animation. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite du coup des bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est la dernière webconférence de l'année et je vous dis à bientôt. À bientôt Au revoir, bonne fête à et tous. joyeuses fêtes de fin d'année.